Bonsoir à tous, bienvenue, c'est le journal de l'Afrique. À la une aujourd'hui, le Niger visé par une attaque terroriste dans la région de Terra dans l'ouest. Au moins 16 militaires ont été tués ainsi que 15 assaillants. C'est une unité de l'armée nigérienne qui a été prise pour cible. En RDC, le président a ouvert la voie à un dialogue national inclusif, une décision qui était réclamée depuis plus d'1 an par les églises dans un pays en proie à une profonde crise politique. Et puis on s'intéressera à ces grands-mères kenyanes passionnées de football. Au Kenya, elles sont de plus en plus nombreuses à pratiquer ce sport. Un sport qu'elles pensaient au départ destiné aux hommes. On ouvre ce journal avec ces affrontements au Niger qui ont fait une dizaine de morts. Ça s'est passé dans la région de Terra. Une unité de l'armée nigérienne a été prise pour cible. Plusieurs terroristes ont également été tués dans les combats. Écoutez notre correspondant dans la région, Harold Girard. 16 soldats des forces de défense et de sécurité nigériennes ont été tués lors de cette embuscade, selon le pouvoir nigérien. Une embuscade qui est survenue près du village de Dungoro, dans le sud-ouest du pays, en pleine région des Trois Frontières, la région considérée comme la plus dangereuse du pays. Une source locale nous affirme que l'unité de l'armée nigérienne qui a été attaquée est l'une des plus expérimentées des forces armées nigériennes. De son côté, le ministère de la Défense nigérien affirme que côté ennemi, c'est au moins 15 personnes qui ont été neutralisées. D'autres sources hospitalières, cette fois, nous affirment, elles, que plusieurs dizaines de blessés du côté de l'armée nigérienne, après ces affrontements, ont été transportés vers les hôpitaux de Niamey. Une déconvenue pour le Niger, qui reste tout de même le pays du Sahel central à avoir le mieux contenu les mouvances djihadistes présentes sur son territoire depuis le début de l'année 2026. L'attaque du 30 juin dernier près d'Amdafok, toujours dans les esprits des Centrafricains, ce qui a poussé le Premier ministre Félix Moloa à faire le déplacement à Birao, là même où ont eu lieu les exactions il y a environ 3 semaines. L'objectif, c'est de rassurer la population, alors même qu'aucun bilan n'a été communiqué. On écoute Félix Moloa. Demande à ceux qui veulent amener le trouble pour dire que la récréation est terminée. Aujourd'hui, tournons la page. Nous avons un programme de DDR qui se joigne à ce programme et que dans la paix, dans la cohésion sociale, dans le vivre ensemble, nous puissions travailler pour le développement de ce pays. On revient maintenant sur ce drame qui a endeuillé l'Algérie dans la nuit de mercredi à jeudi. Cet incendie qui a ravagé un orphelinat dans la banlieue d'Alger, à Mohammadia. Jeudi avaient lieu les funérailles des 11 victimes. Les enquêteurs privilégient la piste d'un dysfonctionnement électrique. Les détails avec Clémence Valère. Devant les cercueils recouverts du drapeau algérien, le Premier ministre Sifi Grieb rend hommage aux victimes. Plus tôt dans la journée, il avait rencontré plusieurs survivants de la tragédie, 19 blessés, pris en charge par les services médicaux. Au nom du président de la République et au nom des membres du gouvernement, je me permets de présenter nos sincères condoléances aux familles des victimes. Nous avons donné toutes les instructions nécessaires pour garantir une prise en charge optimale des victimes et des blessés de cet accident. C'est dans cet orphelinat de Mohammadia, dans la banlieue d'Alger, que le feu s'est déclaré mercredi soir et a coûté la vie à 10 enfants et une éducatrice. Selon les premiers éléments de l'enquête, une étincelle électrique provenant d'un climatiseur serait à l'origine de l'incendie. Les experts de la police scientifique et les techniciens de la scène de crime de la Sûreté nationale ont conclu que l'incendie avait été provoqué par une étincelle électrique émanant d'un climatiseur installé dans l'une des chambres du premier étage de l'établissement. Cette défaillance serait due au fonctionnement ininterrompu de l'appareil dans un contexte de forte hausse des températures. Les enquêteurs poursuivent leurs investigations afin de déterminer l'ensemble des circonstances et d'établir d'éventuelles responsabilités. L'Algérie est actuellement confrontée à une violente vague de chaleur qui a provoqué près de 1000 feux de forêt en une semaine. On part maintenant en République démocratique du Congo. Le président Félix Tshisekedi semble avoir écouté certaines revendications de ses opposants et des églises catholiques et protestantes. Il a ouvert la voie à un dialogue national inclusif. Le chef de l'État a annoncé cela à l'issue d'une rencontre avec les chefs des confessions religieuses. Écoutez notre correspondante à Kinshasa, Aurélie Bazara-Kibangouda.
La République démocratique du Congo veut s'engager dans la voie du dialogue national inclusif. Alors, selon la présidence, ce dialogue devrait servir à consolider la cohésion nationale dans le respect des institutions et de la Constitution. Cette annonce faite par les représentants religieux est une surprise ici à Kinshasa, car si le président Félix Tshisekedi s'était dit favorable à des discussions, il voulait en fixer lui-même les contours, s'opposant donc à l'initiative portée par les églises catholiques et protestantes. Les autorités leur reprochaient de ne pas nommer ouvertement le Rwanda comme pays agresseur. Nous avons eu à nous rendre compte que notre pays, la République démocratique du Congo, a besoin de communion entre le fils et les filles du Congo. L'unité, la communion pour être solide, pour être fort. Comme vous le savez tous, notre pays aujourd'hui souffre d'une agression qui vient essentiellement de l'Est du Rwanda. Nous le savons. Mais comment pouvons-nous faire face à une telle agression si nous sommes divisés entre nous ? Les conditions de ce dialogue doivent encore être fixées, comme le calendrier, le format et l'épineuse question des participants. Alors cette annonce intervient après des sessions de rencontres diplomatiques entre les opposants, les autorités et le président burundais Ndayishimiye, mais aussi le président congolais Sassou Nguesso. L'opposition se concerte avant d'arrêter sa position. Et le président gabonais, lui, va dialoguer avec Emmanuel Macron, puisqu'il se rend demain à Paris pour une visite d'État. Cette relation entre le Gabon et la France dure depuis l'indépendance en 1960, avec beaucoup de zones d'ombre. Écoutez les précisions de Kalidoussi. Les présidents du Gabon et de la France côte à côte, une image familière depuis 1960, année d'indépendance du Gabon, et symbole d'une relation tumultueuse. 17 février 1964, des militaires renversent le président gabonais Léon Mba. La France intervient en 48 heures et le restaure. Le message est clair, Paris choisit ses alliés. 3 ans plus tard, Léon Mba est malade. Grâce à une constitution taillée sur mesure, Paris choisit son successeur. Ce sera Omar Bongo, 32 ans. Celui qui deviendra l'un des parrains de la France-Afrique restera au pouvoir durant 42 ans, jusqu'à sa mort en 2009. Année où son fils Ali lui succède après un scrutin contesté. De son côté, la France ferme les yeux. La dynastie Bongo prendra fin le 30 août 2023, jour du coup d'État du général Oligui Nguema. Là encore, Paris ne bronche pas. Le Gabon est riche en pétrole, manganèse, bois, uranium. Des richesses qui ne profitent pas à sa population. Et la France a toujours su s'y positionner. En 2020, 85 filiales d'entreprises françaises étaient installées sur le sol gabonais avec un chiffre d'affaires cumulé de près de 3 milliards d'euros. Parmi les pionniers, le groupe Total Energy, anciennement Elf. Résultat, la France reste le premier fournisseur du Gabon avec 582 millions d'euros d'exportation en 2023 devant la Chine et la Corée du Sud. Le troisième pilier, souvent oublié, la présence militaire. Il y a 10 ans, 1200 soldats français stationnés au camp de Gaulle de Libreville, inauguré en 1975. Aujourd'hui, le camp a muté. Nouveau nom, académie militaire, et présence réduite, plus qu'une centaine d'hommes français qui cohabitent désormais avec leurs collègues gabonais. Après avoir rétrocédé ses bases militaires au Mali en 2022, au Burkina Faso et Niger en 2023, au Tchad en 2024 et à la Côte d'Ivoire et au Sénégal en 2025, à Libreville, Paris a réussi à maintenir l'une de ses 2 seules bases militaires officielles permanentes en Afrique avec Djibouti. Une présence militaire qui dit tout sur la nature de cette relation. Jour de vote à Sao Tomé et Principe, 142 000 électeurs étaient appelés aux urnes aujourd'hui pour la présidentielle. Ils avaient le choix entre 4 candidats, parmi eux le chef de l'État sortant, Carlos Villanova. Pour autant, il ne part pas favori puisqu'il a perdu le soutien d'une majorité de son parti suite à une rupture avec son ancien allié, le Premier ministre limogé en 2025, Patrice Trovoada.
On va parler de football en ce jour de finale de Coupe du Monde. Mais laissons les hommes de côté et intéressons-nous aux femmes, plus précisément des grand-mères kenyanes passionnées de football. Elles sont de plus en plus nombreuses à le pratiquer pour rester en forme physiquement et surtout psychologiquement. Le récit de Maya Anaïs Yatagen. Cet échauffement peut faire penser à une séance de gymnastique douce. Mais lorsque ces grand-mères kenyanes entrent officiellement sur le terrain, plus de doute, elles sont bel et bien là pour la compétition. À leur rythme, elles courent, font des passes, taclent et commettent parfois des fautes. Mais dans ce match haletant, pas besoin de recourir à la VAR. Ces mamies footballeuses, toutes âgées de 50 à 80 ans, sont là pour s'amuser tout en améliorant leur santé physique et mentale. Avant de commencer à jouer, j'avais des douleurs partout. Je ne me sentais pas bien car j'avais de l'hypertension. Mais depuis que j'ai commencé à jouer au foot, je vais bien. Je n'ai plus de problème de santé. Je peux marcher de longues distances. Et j'espère vivre plus longtemps. Après une vie dédiée à leur famille dans les zones rurales du Kenya, la plupart de ces femmes n'auraient jamais imaginé pratiquer un sport habituellement réservé aux hommes. Désormais, elles s'entraînent 2 fois par semaine avec leur club. Et ce qui avait commencé comme une initiative de remise en forme s'est transformé en une communauté très soudée. Nous nous réunissons, nous prions ensemble, nous jouons ensemble, nous chantons, nous rions ensemble. Quand on rentre chez soi, le stress s'est envolé. On se sent bien dans sa peau. Et nous participons désormais à des tournois aux côtés d'autres grands-mères. Fin du match amical, mais ce n'est pas tout à fait l'heure de raccrocher les crampons. L'équipe se retrouve devant la télévision pour regarder ensemble la Coupe du Monde et rêver de représenter à leur tour le Kenya l'année prochaine quand le pays accueillera la 3e édition de la Coupe du Monde des mamies. Et c'est donc sur la Coupe du Monde des mamies qu'on se quittera aujourd'hui. Merci d'avoir suivi le Journal de l'Afrique. Restez avec nous sur France 24.